On se rend compte plus facilement, et c'est bien normal, de l'horreur liée au camp de concentration, et on oublie la docilité des comportements meurtriers d'hommes qui n'étaient pas, comme dans les camps, voués à un travail répétitif dont la répétition même abolissait l'atrocité, mais sollicités du jour au lendemain, juste rasés de frais, à participer à un grand jeu de massacre à coups de crosse comme de décharges de mitraillettes. Mêmes images le jour de la rafle de juillet 42, des gardiens de la paix, de chez nous entassant dans les autobus ceux qui vont attendre la déportation au Vélodrome d'hiver, ou pire, au Rador en 1944. Comment peut-on, avec l'excuse de l'obéissance aux ordres supérieurs, perdre le sens même de sa vie en sacrifiant celle des autres? Qui dit ça? Mijola. Mijola. Parce que ça, c'est aussi ce que Hannah Arendt disait. Voilà. En fait, ils ont probablement été choisis ou volontaires pour faire partie de Einsatzgruppen, spécialement entraînés, eux, à donner la mort à un maximum de juifs à travers le pays de l'Est. Plus tard, ils voudront effacer les traces de leur atrocité et en commettant d'autres aussi stupéfiants d'horreur. Faire déterrer par des nouvelles victimes les cadavres qu'ils devront brûler et jeter leurs cendres au vent. Mais toi, le 9 août 1942, te voilà déshabillé, fusillé, près du ravin des serpents où l'on recouvre ton corps de terre. Sabina mêlée à un enchevêtrement de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants pour une éternité bien différente de celle que tu étais imaginée en juin 1905, le jour de ta sortie de l'hôpital de Bugosli, où nous le verrons, tu avais déclaré, rappelle-toi, dernière volonté, si je meurs, j'autorise qu'on dissèque seulement ma tête, si elle n'a pas un aspect trop détestable. Tu avais terminé ce court texte par « que l'on brûle mon corps, mais que personne n'y assiste. Faites 3 tas de cendres, vous en mettrez un dans une urne et vous l'enverrez chez mes parents, l'autre vous les disperserez dans la terre, au milieu d'un grand champ chez nous. Plantez-y en chêne et écrivez « J'étais un jour un être humain, je m'appelais Sabine Spielheim ». Y a-t-il dans un petit bois près de Rostov un arbre sur lequel une main a pensé à écrire pieusement « Ich war aus ein Mensch, ich Sabine Spielheim ». Tu figures toutefois dans les archives de l'Holocauste du mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Valeria Elvova, camarade de classe d'Eva, y a rempli des fiches pour appeler ta mort, ainsi que celle de tes filles, portant le nom de leur père, Renata et Eva Scheftel. C'est en 1995 que ce dernier hommage t'a enfin été rendu. Fragile, Sabina, tu as mené jusqu'au bout ton destin de juif, marqué par ce que tu avais décrit dans ton 11e article psychanalytique comme instinct de destruction. Que des questions je me pose. Celle-ci toute simple, voire simpliste. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à fuir la Russie? Et ceci dès que Staline commença de faire taire les psychanalystes. Tu ne manquais pas d'amis en Occident et la Suisse aurait été très désireuse de t'accueillir. Tu as trop aimé la Russie de tes parents pour ne pas y mourir. Tu as sans doute trop aimé Carl Jung pour ne pas laisser cette image au fond de toi te détruire. Voilà, donc quand même une pulsion autodestructrice, comme il l'interprète. C'est son interprétation. Ouais, mais... C'est ça. Bon, après... Je pense que c'est bien plus complexe de savoir pourquoi elle n'est pas revenue. Oui, mais bon, c'est son interprétation. Mais moi, je trouve qu'on peut le... Enfin, mon idée est que je trouve bizarre qu'elle n'ait pas pu rester à Genève et gagner sa vie. Je trouve quand même bizarre. Je l'associe au fait qu'elle est retournée dans un pays, qu'elle est retournée dans son pays, mais qui avait fait la révolution. Alors, je sais pas, elle était peut-être convaincue par les idées révolutionnaires. Bah oui, beaucoup de juifs ont été convaincus. Hein. Oui, il y avait de l'espoir. Tout à fait, absolument. Elle a travaillé avec des enfants, la pédologie, je crois qu'ils appelaient ça. Je pense que la Russie lui manquait. Oui, sûrement. Ouais. Elle était très attachée à la Russie. Et d'ailleurs, on voit dans ses écrits, elle cite tout le temps les auteurs russes, elle revient sur la culture russe. Non, c'est une tragédie. Je pense qu'elle se sentait russe. En dépit de cette bonne adaptation partout. Non, je sais pas. Je pense qu'elle écrivait bien en allemand. Mais je ne sais pas comment c'était son français, mais elle a dû... Non, je pense qu'elle connaissait bien. Sur ce point, peut-être qu'elle était un peu aspergée à cette façon d'apprendre les langues.
C'est bizarre cette histoire d'Asperger. Ah, mais si je Oui, retrouve c'est au tout c'est début, pas- je vous dirai, je vous fais Volontiers. une photocopie. Mais il dit ça, il met des points où il pense à un Asperger. Où il avait des traits un peu de... Oui, bizarre. voilà. Quand on la lit... Mais quand on peut-être que pense à c'est l'histoire. ça qui Non. attirait quand même ce genre d'intelligence de l'Asperger. Ils ont un genre d'intelligence extrêmement puissant et puis un peu énigmatique. Et quand ils se fixent sur un truc, peut-être ça l'a fixé sur la psychanalyse, ils vont à fond et puis ils deviennent vraiment des maîtres. Hein. Mais en même temps, la relation à l'autre est très compliquée. C'est-à-dire, il y a cette question narcissique, on est attiré par eux, cette manière d'être, ce savoir un peu indépendant de l'autre, mais très dépendant de l'autre en même temps. C'est le paradoxe de l'autiste. Hein. C'est être très dépendant et en même temps très en se disant qu'ils ont horreur de cette dépendance. Donc il y a une espèce de soumission cachée, c'est très C'est vrai que compliqué. ce diagnostic de Migela, c'est assez étonnant. C'est très Mais étonnant. c'est pas bête. Le diagnostic de Carotenuto, c'est aussi étonnant parce que j'ai vu ça, et schizophrène. Là, j'ai trouvé plus difficile. Lui, il dit, on t'a dit que tu étais schizophrène, etc. Jung, etc. Donc lui, il dit, mais... Il la tutoie. Et oui, c'est-à-dire Il que la ça- Il s'adresse à elle. il s'adresse à elle. C'est-à-dire que d'abord, c'est elle qui parle. Il parle à son nom. Ouais. Elle parle, donc elle regarde, je sais pas quoi. J'ai eu beaucoup de peine. Et puis après, il s'adresse à elle et il commente. Il lui parle. Il à elle. commente les lettres et dit oui, mais tu vois, Freud t'a dit ça. Et puis, non, mais. Et puis ta réaction était ça. Il est amoureux d'elle. Peut-être. Mais j'ai une page que j'ai Ah, pour marquée. écrire La un livre, il seule faut page- être amoureux. Oui, mais la seule page que j'ai écrite, que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est-à-dire le désir d'être psychanalyste comme d'avoir un enfant de Jung caractérisera en effet ton évolution dans les années qui vont suivre. Hein. Donc, dans ta période d'hospitalisation, tu m'apparais à la fois étrange et familière. Pour rien au monde, je n'aurais aimé avoir une relation avec toi. Et avoir une liaison avec Il est toi. amoureux, mais pas tant que Et ça, voilà. pas tant que Jung. Mais je suis parfois, grâce à mon respect des textes, etc. Et ça, j'ai C'est une trouvé négation. très étonnant. Je C'est dis, une mais pourquoi négation. il dit ça? Mais parce que c'est intime. Moi, je trouve très intime. Ça me plaît. Bon, mais il y a beaucoup qui ont déliré parce qu'il y a un article ici de quelqu'un qui dit qu'elle a fait alors la passe. En fait, qui a traversé son écriture, elle a fait. Alors, il y a tout un développement, moi je trouve pas très intéressant, mais bon, un peu très imagé, sur qu'avec ses lettres et son journal, elle a fait une sorte de passe et qu'elle s'est libérée et qu'elle a fini son analyse. Ouais, moi je pense qu'elle a fait surtout une auto-analyse. Il y a eu un moment où elle a voulu faire une analyse chez Freud. Freud, il a résisté un peu. Puis ensuite, Freud a proposé une analyse à elle. C'est elle qui n'a pas voulu. Elle lui a il lui a proposé. Non. Ça veut Non, dire, si j'ai bien compris, c'est Freud qui dit vous m'avez demandé une analyse ou quelque chose comme ça. Et il met toute une série d'obstacles pour l'analyse. Il dit pratiquement que ce n'était pas nécessaire, pas le mot. Et puis on ne parle plus de ça. Et dans un autre moment, on sent, et je pense que Carotenuto aussi il fait une référence à ça, qu'il voulait, ou il a proposé qu'elle fasse une analyse, et là c'est elle qui n'a pas voulu. Il lui a proposé de faire une analyse. Oui, Chez il l'a quelqu'un laissé d'autre. entendre Chez qu'elle quelqu'un d'autre pourrait. ou avec Chez lui. Chez lui. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Donc il y avait... c'est vrai qu'il y avait un transfert envers Freud, puisque... Oui. Et c'est très étrange, parce que la correspondance de Jung avec Freud commence, la première lettre, où il parle d'un cas difficile, et ce cas difficile, c'est Sabinage Mais c'est son la premier. première lettre. Et lorsque Freud rompt avec Jung rompt aussi avec Sabinage Pilray. Donc vraiment,
cette histoire de Sabina Spielrein entre Freud et Jung, c'est vraiment du début à la fin. Ça commence avec Freud, Jung et Sabina Spielrein, et ça termine Freud, Jung, Sabina Spielrein. La relation de Freud et de Jung commence avec Spielrein et termine avec Spielrein. Mais bon, c'est Alouche qui a écrit, bon, ça, on parle maintenant, on bavarde, mais c'est Alouche qui a écrit qu'en fait, il a écrit un livre sur ça, que la psychanalyse, c'est une histoire des familles. C'est toujours une histoire des familles. À part la famille Freud, Anna Freud, Lacan et Miller et tout ça. Mais que c'est toujours, et moi je crois qu'il y a quelque chose de ça. Et ça c'est très révélateur. C'est toujours une histoire des familles, entre analystes analysant, les analysants qui deviennent analystes. Et que ça reste qu'elle-même... Oui, bon, c'est une famille psychanalytique. Oui, parce qu'il y a, mais avec des liens familiaux, parce que c'est marié Oui, entre parce eux que aussi. la dynamique, finalement, la dynamique s'installe au bout d'un moment et la dynamique, il y a une panoplie, donc un éventail de relations qui vont se reproduire. Des héritiers. Voilà, des inimitiés. Mais le fait, c'est que lorsqu'il y a la rupture entre Freud et Jung, elle reste du côté de Freud, même si elle essaye de maintenir le contact avec Oui, Jung. mais elle reste quand même très jungienne. Il y a Elle une reste approche, très c'est pour ça jungienne. qu'il est toujours... Mais elle s'est inscrite dans la société de Freud. Oui, oui. Et Jung, il n'a pas aimé beaucoup ça. Non. Il y a des moments où il a... Bon, Jung n'était pas si célèbre. Bon, je ne sais pas s'il avait déjà fondé quelque chose. Il y avait une association Non, nationale. pas encore. Pas Il a encore. fallu un Elle moment. voulait être inscrite quelque part, à mon avis. Elle avait... Et puis Freud, c'était vraiment... Et surtout, je pense qu'elle s'est sentie rejetée par Jung. Il y a eu un moment où il a eu une réponse hyper froide. Et... Mais elle a toujours demandé son avis. C'est l'onglet. C'est pour ça qu'elle dit elle n'a pas rompu avec Jung. Non, elle n'a pas rompu. Et Mais peut-être aussi cette ça veut dire mélange. elle a fait le deuil de la relation amoureuse. Oui. D'ailleurs, elle parle de la mort de Siegfried, l'enfant. Oui, ça c'est vrai. Siegfried, c'était l'enfant imaginaire entre elle et Jung. Ouais. Et il y a un moment où elle transforme Siegfried en, je pense qu'en texte, je ne sais pas exactement. Tout à Donc fait. elle a fait le Ouais, deuil ouais. de la relation. Ouais. Et elle a longuement discuté de comment faire le deuil de cette relation. Dans ses lettres, que ce soit ses lettres à Freud ou les lettres à Jung lui-même. Mais je pense que les lettres à Freud étaient presque plus intimes que les lettres à Jung, étaient plus auto-analytiques. Oui. Oui, tout à fait. Tandis que les lettres à Jung étaient devenues très théoriques après la rupture. C'est vrai. C'est juste. Ouais. Ok. Bon, On merci peut arrêter beaucoup. là. Ah, mais Merci. c'était bien. Merci, c'était Moi super. aussi, j'ai entendu des choses.